Chers élèves, bonjour, bienvenue dans ma chaîne. Et bienvenue encore une fois dans le cadre de l'enseignement à distance destiné aux élèves du tronc commun. Dans ce sens, je vais vous proposer aujourd'hui une activité de travaux encadrés concernant le 4e module, à savoir l'étude d'une comédie-ballet qui s'intitule Le bourgeois gentilhomme de Molière. Commençons d'abord par définir ce que c'est le théâtre. Le théâtre, comme on sait tous, c'est un genre littéraire. C'est un genre littéraire comme le roman, la nouvelle, etc. Il est caractérisé par une double communication ou bien une double énonciation. Pourquoi? Pourquoi il s'agit d'une double communication? Parce que le théâtre est à la fois un texte qui est lu, il est lu par des lecteurs, mais aussi un art représenté sur scène et qui est vu par un spectateur. Donc, il est à la fois lu et représenté. La définition du théâtre. D'où vient le mot théâtre? Alors, le mot théâtre a une origine qui est grecque, qui s'appelle théomai. Sa signification est regarder. Donc, le théâtre est avant tout un spectacle dans lequel les acteurs donnent vie aux personnages et agissent devant un public. Donc, premièrement, le théâtre est destiné à être représenté, pour être vu, pour être joué par des acteurs devant un public. Un texte de théâtre se présente en actes découpés en scènes, composés de dialogues et de didascalie, qui apportent des informations en vue de la mise en scène. Donc, la composition du texte de théâtre, toute pièce de théâtre est divisée en actes et chaque acte est divisé également en scènes. Le texte de théâtre se compose de dialogues et de didascalie. Ces didascalies, qu'on appelle autrement des indications scéniques, donnent des informations en vue de la mise en scène pour que le metteur en scène sache comment vont les acteurs jouer leur rôle. La mise en scène. Qu'est-ce que la mise en scène? La mise en scène est constituée de différents éléments. Quels sont ces éléments? À savoir l'interprétation du texte, le jeu des comédiens, les costumes, l'exploitation de la scène, les lumières, le décor. Puisque nous avons dit tout à l'heure que la pièce de théâtre est généralement destinée à être représentée, à être jouée, donc elle est destinée à un metteur en scène. Ce metteur en scène interprète à sa manière le texte de théâtre. Ainsi, il oriente le jeu des comédiens, ainsi que les costumes, l'exploitation de la scène, comment il va l'exploiter, comment il va utiliser les lumières, le décor, etc. L'interprétation du texte. Le metteur en scène, comme tout lecteur, a sa propre vision de la pièce. Alors, nous aussi, nous avons notre propre interprétation du texte. Et chaque metteur en scène a la sienne. Comment il perçoit les personnages, comment il perçoit leur psychologie, etc. Sa compréhension de la pièce conditionne la façon dont il va construire sa mise en scène. Alors, de la manière dont il a compris le texte, il va bien sûr construire sa mise en scène. Deuxième point, le jeu des comédiens. Les comédiens, ce sont autrement dit les acteurs. À partir des indications données par l'auteur dans les didascalies, le metteur en scène doit représenter leur jeu. Alors, qu'est-ce qui guide le metteur en scène dans le jeu des comédiens? Ce sont les didascalies. Ce sont les passages qui ne sont pas prononcés par les personnages, qui donnent des informations qu'on va voir tout à l'heure. Le metteur en scène décide du déplacement des personnages sur scène, de leur gestuelle, des émotions qu'ils vont traduire, comme la tristesse, l'émotion, la peur, la folie, etc. Donc, ce sont les didascalies ou bien les indications scéniques qui guident le metteur en scène pour diriger ou orienter le rôle des personnages. Comment ils vont agir au niveau des gestes, comment ils vont utiliser le ton de la parole, comment ils vont exprimer leurs émotions, etc. Troisième point, les costumes. Que veut dire des costumes? Les costumes, ce sont tout simplement les vêtements qu'ils portent pour jouer un rôle. Ils ont une importance primordiale, une très grande importance, en même titre que le décor. Dans quel sens ils ont cette importance-là? Ils ont pour fonction d'informer le spectateur sur l'époque. Alors, premièrement, par exemple, si on veut représenter la pièce du bourgeois gentilhomme,
il faut utiliser des costumes qui sont anciens. Alors, ça nous informe sur l'époque du XVIIe siècle. Sur le milieu social. Alors, à travers les costumes, on peut distinguer entre, par exemple, le milieu des nobles, le milieu par exemple, des bourgeois, les gens du peuple, etc. Et le caractère des personnages. D'après l'habillement, comme c'est le cas pour M. Jourdain, le personnage principal, le bourgeois, on comprend le caractère des personnages d'après son habillement. Le décor et les lumières. L'utilisation de ces deux éléments sont très importants comme les costumes, etc. De même que les costumes, le décor et le jeu des lumières jouent un rôle important pour situer l'action de l'histoire de la pièce d'un point de vue historique et social. Donc, il nous donne des informations très intéressantes sur l'époque de la pièce, etc. Et maintenant, passons au genre du théâtre. Il y a plusieurs genres du théâtre, mais j'ai axé mon intérêt uniquement sur la comédie et sur la tragédie. Quelle est la différence entre les deux? Alors, le bourgeois gentilhomme, comme nous avons vu dans la première diapositive, c'est une comédie ballet, d'accord? Mais on va voir quand même, on va faire un rappel concernant la tragédie. Quelle est la différence entre les deux? Au niveau des personnages. Premier critère, donc pour les personnages de la comédie, ce sont des personnages qui sont ordinaires. Par exemple, des bourgeois. Pourquoi? Parce que les bourgeois, ils sont uniquement riches, mais ils n'ont pas de titre de noblesse, ils ne sont pas très importants dans la société. Ils se sont enrichis grâce au commerce. Ainsi que des valets. Les valets, ce sont des serviteurs, des domestiques. Pour la tragédie, au contraire, les personnages mis en scène, ce sont des personnages qui sont nobles. Il faut qu'ils soient nobles. Comme qui? Comme les rois, les princes, les héros, les personnes qui sont nobles, qui ont des titres de noblesse, comme le duc, le baron, etc. Les thèmes. Pour la comédie, le sujet est puisé dans la vie quotidienne, comme le mariage, l'argent, la vie de famille, la santé, etc. Pour la tragédie, le sujet est inspiré de la mythologie grecque ou romaine, des mythes, comme le mythe d'Édipe, etc. Exemple, la mort, le destin, la fatalité. Pour la tonalité ou bien le registre, pour la comédie, comme son nom l'indique, elle est comique, la tonalité est comique. Pourquoi? Parce qu'elle provoque le rire. Pour la tragédie, elle a une tonalité qui est tragique ou pathétique. Pourquoi tragique? Parce qu'il y a la mort du héros ou bien de l'héroïne. Et pathétique parce qu'elle suscite l'émotion du lecteur. Le niveau de langue. Pour la comédie, on choisit un niveau de langue qui est courant, qui est à la portée de tous. Par contre, dans la tragédie, on cherche à utiliser le niveau de langue qui est soutenu, dont le vocabulaire et le lexique est très recherché. Le dénouement ou la situation finale, pour la comédie, c'est un dénouement qui est heureux. En revanche, dans la tragédie, le dénouement est malheureux, car la pièce se termine par la mort du héros ou bien de l'héroïne, comme c'est le cas d'Antigone, par exemple, de Jean Anouilh. Antigone, c'est l'héroïne, puisque c'est une tragédie, donc elle meurt à la fin de la pièce. Les auteurs. Qui sont les auteurs de la comédie? Molière, Beaumarchais, Marivaux. Pour la tragédie, Racine, Corneille. Alors, ils sont très connus concernant la tragédie. Alors, et maintenant, passons à la structure d'une pièce de théâtre. Alors, comme nous savons dans un récit, alors par exemple, il y a certaines étapes, comme le schéma narratif. Pour la pièce de théâtre, il y a également des étapes. Alors, on va focaliser l'attention ici sur les principales étapes, à savoir la première, la scène d'exposition. Qu'est-ce qu'une scène d'exposition? La scène d'exposition, autrement dit, c'est comme la situation initiale. Elle correspond à la situation initiale dans un récit. C'est le début. La scène d'exposition occupe le plus souvent là où les premières scènes d'une pièce de théâtre. Donc, c'est le début. Soit la première, soit les premières. Elle a pour rôle de donner toutes les informations nécessaires à la compréhension de la situation.
Elle informe le lecteur spectateur sur les lieux, sur l'époque, sur les personnages, leur classe sociale, ainsi que sur l'intrigue. Donc, elle nous donne tout ce qui est essentiel pour comprendre l'histoire. Deuxième étape, c'est le nœud dramatique. C'est le moment où les obstacles apparaissent, où les problèmes surgissent. Il permet d'enchaîner les péripéties et les coups de théâtre, ainsi que les retournements de situation. Quand on parle de coups de théâtre, ce sont uniquement des événements qui sont inattendus et qui bouleversent le cours de l'histoire. L'intrigue. L'intrigue regroupe toutes les péripéties qui font progresser l'action ou la ralentissent. Donc l'intrigue, elle correspond aux péripéties. Quatrième et dernière étape, c'est le dénouement. Le dénouement, c'est comme la situation finale. Il occupe la plupart du temps les dernières scènes. Il permet de résoudre le nœud dramatique et marque la fin de l'action, qui peut être heureuse ou malheureuse. Heureuse dans le cas de la comédie et malheureuse s'il s'agit d'une tragédie. Et maintenant, étudions ensemble les personnages de la pièce. Qui sont les personnages de la pièce Le bourgeois gentilhomme? Naturellement, nous commençons par le personnage principal ou bien le protagoniste qui s'appelle Monsieur Jourdain. Monsieur Jourdain, surnommé le bourgeois gentilhomme. Il veut devenir noble, c'est-à-dire son rêve, c'est de devenir noble. Monsieur Jourdain est un homme qui est naïf et vaniteux. Naïf, c'est-à-dire qu'il croit tout ce qu'on lui dit, et vaniteux, il cherche à s'afficher, à se montrer, à faire étalage de ce qu'il a. Madame Jourdain, évidemment, c'est sa femme. Et c'est la mère de Lucille. Monsieur et Madame Jourdain, ils ont uniquement une fille qui s'appelle Lucille. Madame Jourdain s'oppose aux idées de son mari. Nous avons dit tout à l'heure que Monsieur Jourdain est hanté par la classe de la noblesse. Il cherche à devenir noble. Mais sa femme s'oppose à ses idées et trouve ridicule ses envies de devenir noble. Pour elle, l'envie de devenir noble, pour elle, c'est quelque chose de ridicule. Lucille, c'est la fille de Monsieur Jourdain. Elle est amoureuse de Cléante. Nicole est la servante de Monsieur Jourdain, c'est la servante de la famille, c'est la bonne. Cléante, l'amoureux de Lucille. C'est un bourgeois et c'est le maître de Coviel. Alors, ce personnage qui est Cléante, il aime Lucille, donc c'est un amour réciproque entre lui et la fille de M. Jourdain. Il cherche à l'épouser, mais M. Jourdain s'oppose à ce mariage. Pourquoi? Parce que Cléante est un bourgeois uniquement, il n'est pas un noble. Coviel, c'est le valet de Cléante. Un synonyme de valet, le valet signifie un serviteur, avec une personnalité très ingénieuse. Dorante, c'est un comte. Alors, puisque c'est un comte, donc il a un titre de noblesse. Du coup, c'est un noble. Il est amoureux de Dorimène. Il aime une femme qui s'appelle Dorimène, qui est de la même classe sociale que la sienne. C'est une noble aussi. Il manipule M. Jourdain pour obtenir de l'argent. Alors, il cherche à soutirer de l'argent de M. Jourdain. C'est son but. Pourquoi? Parce que c'est un noble qui a été ruiné, c'est-à-dire qui a perdu sa fortune et son argent. Dorimène, c'est une marquise. Alors, si Dorante est un comte, le comte, c'est un titre de noblesse. Dorimène est une marquise. C'est également un titre de noblesse. Elle est courtisée par le comte. Alors, il cherche à l'épouser et il profite de M. Jourdain pour avoir son argent et sa richesse. Les maîtres. Les maîtres, alors nous avons plusieurs maîtres. Ce sont le maître de musique et son élève, maître de danse, maître d'armes, maître de philosophie, maître tailleur, l'enfant tailleur, etc. Ce sont tous des maîtres qui ont été engagés par M. Jourdain dans le but de lui apprendre les manières des nobles. Passons maintenant à l'interprétation du titre. Alors le titre, comme vous le savez, s'intitule, alors cette pièce s'intitule Le bourgeois gentilhomme. Alors nous avons deux parties dans le titre. La première partie, à savoir le bourgeois, elle renvoie à la bourgeoisie.
c'est une classe sociale enrichie grâce au commerce. Elle est devenue riche grâce au commerce. Gentilhomme. Alors, en revanche, la deuxième partie renvoie à une autre classe qui s'appelle la noblesse, où il y a des nobles. Les nobles, ce sont ceux qui ont des titres de noblesse. D'accord? Le roi et sa famille, etc. Il y a ceux qui ont les titres de noblesse comme le duc, le marquis, le baron, le comte, le vicomte, etc. Finalement, nous allons faire une biographie du dramaturge qui s'appelle Molière. Qui est Molière? On sait très bien que c'est un dramaturge français du XVIIe siècle. Il est très connu, il a écrit plusieurs pièces qui ont été traduites en plusieurs langues, y compris l'arabe. Alors, apprenons qui est Molière. Alors, de son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin. Alors, Molière n'est qu'un pseudonyme. Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris le 15 janvier 1622 dans une famille bourgeoise aisée. Alors, sa famille est bourgeoise, ils sont aisés, ils sont riches. Son père, qui entretient le mobilier du roi, désire que son fils aîné lui succède. Alors, le père était un tapissier du roi à cette époque-là. Alors, et son désir était que son fils soit comme lui. Celui-ci fait des études de droit, mais veut avant tout devenir comédien. Donc, il a fait d'abord des études de droit, mais par la suite, il va changer de carrière. Pourquoi? Pour devenir comédien. La rencontre d'une famille d'acteurs permet de fonder une troupe en 1643. Une équipe, ce qu'on appelle dans le théâtre une troupe de théâtre. Il a fondé cette troupe-là en cette année. À 22 ans, Jean-Baptiste devient le directeur de l'illustre théâtre. C'est cette troupe-là. Et prend le pseudonyme de Molière. Alors, au lieu d'être appelé Jean-Baptiste Poquelin, il est appelé Molière. Les débuts sont très difficiles, bien sûr. Les débuts dans n'importe quel métier, ils sont très difficiles. En 1645, Molière est mis en prison pour dette. Il a été endetté, bien sûr, pour fonder ses troupes, etc., pour financer et tout, et il n'a pas pu rembourser ses dettes, donc il a été emprisonné. Après sa libération, il entreprend des tournées dans le Midi, c'est une région en France. Pendant 13 ans, Molière connaît la vie rude des comédiens ambulants et commence à écrire ses propres pièces. Donc pendant 13 ans dans cette région-là, qu'est-ce qu'il fait? Il faisait des tournées. Et à ce moment-là, il a connu la vie rude des comédiens ambulants. Alors les comédiens ambulants, ce sont les comédiens qui se déplacent. Et il a commencé à écrire ses propres pièces. Alors, d'un directeur de la troupe, il va commencer l'écriture pour devenir écrivain. En 1658, Molière rentre à Paris, joue bientôt devant la cour. Alors, il est devenu le comédien du roi. Et sa troupe est nommée la troupe du roi. Alors, les premières pièces qu'il joue, elle les joue devant le roi. Il écrit une suite des chefs-d'œuvre, comme Tartuffe en 1664, Don Juan 1665, Le Misanthrope 1666, L'Avare en 1668. L'Avare est une excellente pièce. Le Bourgeois gentilhomme en 1670, Les Fourberies de Scapin en 1671, Les Femmes savantes en 1672, Le Malade imaginaire en 1673. C'est la dernière pièce qu'il a écrite et c'était dans l'année même où il allait mourir. Malade depuis 1665, Molière meurt le 17 février 1673 après la 4e représentation du Malade imaginaire, à 51 ans. Alors, il était en train de représenter cette pièce pour la 4e fois et sur scène, il est tombé. On l'avait transporté à la maison et il est mort. À quel âge? À l'âge de 51 ans. Donc, on sait très bien qu'il est né en 1622, il est mort en 1673, donc il a vécu 51 ans. À l'époque, l'Église excommuniait les comédiens qui n'avaient pas le droit d'être enterrés en cimetière chrétien. Les comédiens étaient considérés comme des athées, c'est-à-dire des personnes qui n'ont aucune relation avec la religion. Donc, elle les excommuniait et il était interdit de les enterrer dans le cimetière chrétien.
sur l'intervention du roi parce parce que sa troupe était nommée la troupe du roi, il était le comédien du roi, etc. Le roi a fait une intervention à sa faveur. On fera une exception pour Molière, qui sera cependant enterré de nuit à la lueur des torches. Donc l'Église avait accepté à une condition de l'enterrer pendant la nuit, sans cérémonie. Sur ce, je vous dis au revoir et merci pour votre attention et à bientôt.